La chute de Rome. Quand on pense à ça, on a tout de suite en tête l'image de hordes barbares qui déferlent sur l'Empire. Une sorte de choc brutal entre la civilisation et la sauvagerie. C'est une histoire qui marque, c'est sûr, mais c'est peut-être une histoire un peu trop simple. Ça mérite qu'on y regarde de plus près. Pendant très longtemps, on a parlé des grandes invasions. Et c'est vrai, quand on regarde une carte comme celle-ci, avec toutes ces flèches, on voit bien que des peuples entiers se sont déplacés. Mais ce que ces flèches ne racontent pas, c'est toute la complexité de ce qui se passait vraiment sur le terrain. La réalité, elle, était bien loin d'une simple histoire de conquête. Et voilà la question centrale en fait. Est-ce qu'on doit voir la fin de l'Empire romain d'Occident comme une destruction pure et simple venue de l'extérieur, ou est-ce que c'était plutôt une transformation lente, profonde, venue de l'intérieur? C'est ça qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour commencer à y répondre, il faut d'abord parler de la fin de Rome elle-même. Parce que, avant même de parler de conquête, il faut bien comprendre que l'arrivée de ces peuples n'a absolument rien eu de soudain. D'abord, un petit point sur les mots. C'est quoi un berbère? Pour un Romain de l'époque, c'est assez simple. C'est juste quelqu'un qui n'est pas romain, qui vit de l'autre côté de la frontière, le fameux limes. Ce n'est pas forcément péjoratif, c'est surtout une façon de dire « nous et les autres ». Et quand on regarde la chronologie, on se rend compte que l'intégration de ces barbares est un processus qui s'étale sur des siècles. Dès le IIIe siècle, ils servent dans l'armée romaine, ils s'installent comme agriculteurs, certains peuples signent même des traités, des foedus, qui en font des alliés officiels de Rome chargés de défendre les frontières. Donc, il faut vraiment s'enlever de la tête l'idée d'une table rase. Ce n'est pas une culture qui en a remplacé une autre. C'est plutôt une sorte de fusion, une acculturation dans les deux sens. Les nouveaux arrivants adoptent des coutumes romaines et en même temps, la société romaine, surtout dans l'armée, s'imprègne de pratiques germaniques. Et ces objets, ils illustrent ça à la perfection. À gauche, on a un roi barbare, Théodoric, qui fait frapper sa propre monnaie, exactement comme les empereurs romains. C'est un signe qu'il adopte l'administration romaine. Et à droite, on a des armes typiques d'un chef germanique. Ça montre bien que la culture guerrière, elle, reste très vivace. C'est ça la nouvelle réalité, un mélange permanent. Et parmi tous ces peuples, il y en a un qui va jouer un rôle absolument majeur. Les Francs. On va voir comment ils sont passés du statut d'alliés de Rome à celui de bâtisseurs d'un tout nouveau royaume. Alors, au début, il ne faut pas s'imaginer le peuple franc comme un bloc uni. Non, c'est plutôt une confédération de tribus. On distingue surtout les Francs saliens, qui sont installés vers Tournai, en Belgique actuelle, et les Francs rhénans, ou répuaires, qui eux sont plutôt du côté de Cologne, en Allemagne. Et pour s'imposer, pour légitimer leur nouveau pouvoir, les rois mérovingiens vont faire un coup de com' absolument génial. Ils vont se fabriquer un mythe des origines. Ils commandent des textes qui les font descendre des Troyens, oui, comme les Romains avec Énée. En faisant ça, ils se placent au même niveau que leurs anciens maîtres. C'est très malin. C'est dans ce contexte un peu bouillonnant qu'une figure va tout changer. Clovis. C'est le premier roi mérovingien qui ne règne pas au nom de Rome, mais bien en son nom propre. C'est lui qui va être le véritable architecte du royaume des Francs. Le contraste entre ces deux cartes est absolument saisissant. Regardez, en seulement 30 ans de règne, entre 481 et 111, Clovis va faire exploser la taille de son territoire. Il part d'un tout petit domaine autour de Tournai et à la fin de sa vie, il contrôle la quasi-totalité de l'ancienne Gaule. Alors, comment il a fait ça? Par une série de victoires militaires ultra stratégiques. D'abord, en 486, il élimine le dernier morceau de pouvoir romain en Gaule en battant Syagrius. Ensuite, il soumet ses voisins à l'est, les Alamans. Et enfin, le grand coup, sa victoire avouée en 507 qui lui ouvre tout le sud-ouest et qui repousse les Wisigoths de l'autre côté des Pyrénées. Mais les victoires militaires, ça ne fait pas tout. Le vrai coup de génie de Clovis, ce qui va vraiment cimenter son pouvoir pour de bon, ça va se jouer sur un tout autre terrain, celui de la religion. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'à l'époque, le monde chrétien est divisé. La plupart des autres rois germaniques sont des chrétiens ariens. Mais en Gaule, l'immense majorité de la population, et surtout les élites, les évêques, ils sont catholiques nicéens. Clovis, lui, est encore païen. Le choix qu'il va faire est donc absolument crucial. On a tous en tête l'image du baptême de Clovis à Reims, un moment grandiose, fondateur de la France. Et pourtant, des historiens plus récents, comme Bruno Dumézil, nous disent « Attention, peut-être que ce grand événement n'en était pas un ». En fait, quand on cherche les preuves de l'époque, on se rend compte d'une chose incroyable. Sur le moment, cet événement est passé quasiment inaperçu. On ne sait pas vraiment quand il a eu lieu, ni où, ni comment.
Tout ce qu'on croit savoir vient en fait du récit de Grégoire de Tours, qui a écrit presque un siècle plus tard, avec un objectif bien précis, faire de ce baptême un moment légendaire. Prenons cette célèbre plaque en ivoire, par exemple. Elle est magnifique, mais elle a été sculptée près de 400 ans après. Ça montre bien que c'est la légende du baptême qui a pris une importance immense au fil du temps, bien plus que l'événement lui-même. Mais au fond, les détails importent peu. Car en choisissant le catholicisme de ses sujets plutôt que l'arianisme de ses rivaux, Clovis a réalisé un coup politique absolument magistral. D'un coup, il s'assure le soutien de toute l'élite gallo-romaine et des évêques, et il devient l'allié privilégié de l'empereur de Constantinople, qui le voit comme le champion catholique face aux autres rois hérétiques. Clovis a donc bâti un royaume immense. Mais comment est-ce qu'on gouverne un territoire pareil? Les Mérovingiens vont mettre en place un système de pouvoir vraiment unique qui va marquer la région pour des siècles. La royauté mérovingienne, c'est un mélange des genres. D'un côté, c'est héréditaire. Le pouvoir doit rester dans la famille des Mérovingiens, les fameux rois chevelus. Mais c'est aussi électif, car le roi doit être acclamé par ses guerriers pour être légitime. Et enfin, et c'est un point clé, le royaume est vu comme un patrimoine privé. À la mort du roi, on le partage entre ses fils. Ce rituel qu'on voit ici, l'élévation sur le bouclier, ce n'est pas juste du folklore, c'est hyper important. Ça symbolise le contrat qui lie le chef de guerre et les hommes libres qui l'ont choisi. Le pouvoir du roi vient donc à la fois de son sang et de l'approbation de son armée. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette habitude de partager le royaume, qui aurait pu créer un chaos permanent, a en fait donné naissance à des entités politiques très stables. Des sous-royaumes comme la Neustrie, à l'ouest, l'Austrasie, à l'est, ou la Burgondie, au sud-est, vont devenir les grands centres politiques de l'Europe du début du Moyen-Âge. Alors, au final, si on fait le bilan, on est bien loin de l'image de la horde destructrice. Les Francs ont su absorber l'héritage romain, ils ont inventé leur propre mythe pour se légitimer, et ils ont créé un système politique complexe, original et durable. La question reste donc ouverte. Est-ce que ce royaume peut vraiment être qualifié de barbare? Étaient-ils les destructeurs de Rome ou, d'une certaine manière, ses héritiers les plus inventifs?